fatigué. Hein. C'est fou l'emploi du temps que nous avons aujourd'hui. Vous vous rendez compte, 5 séances de 1h30 de suite, depuis 8h30 jusqu'à 18h, on est ensemble. Et moi qui n'arrête pas de parler, je suis très fatigué. En fait, c'est pas la faute de notre directeur des études qui a fait un programme comme ça, c'est parce que comme il y a beaucoup de personnes qui interviennent sur le module de matériaux cimentaires, eh bien, il n'y a que moi qui suis en interne. Donc tous les autres, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et donc ils ont leur emploi du temps. Donc d'abord, il faut satisfaire cela et ensuite, ce qu'il reste, eh bien, c'est moi qui dois accepter. Donc c'est pour cela que je me trouve avec un emploi du temps incroyable. Donc 5 heures de suite à parler, 5 séances de suite, je vous assure, c'est pas facile. Bon, donc j'ai pris un goûter et puis je repars. Donc maintenant, la deuxième pathologie que je souhaiterais vous évoquer, c'est l'alcali-réaction dans les bétons. Hein. Donc, en fait, c'est le premier désastre. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est plus fort. Bon, je vous expose en second, mais c'est l'alcali-réaction est vraiment quelque chose c'est avant même la sulfatation. Hein. C'est considéré comme la première cause de destruction d'ouvrages due au désordre dans les bétons. Alors, fort heureusement, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué pour l'autre, c'est que avec les nouveaux bétons, eh bien, on l'a de moins en moins. Mais vous allez voir, l'alcali-réaction, c'est quand même quelque chose de vicieux parce que il y a des régions en France où il y a l'alcali-réaction de manière importante et dans d'autres régions, il n'y a pas. Et franchement, c'est difficile de trouver la raison. Hein. C'est ainsi que il y a des régions qui sont interdites de granulats. Ça veut dire que quand vous faites vos bétons, il ne faut pas aller chercher vos granulats dans ces régions-là. Mais en réalité, on ne sait pas trop pourquoi. Ce sont ces régions, mais l'expérience a montré ainsi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alcali-réaction? Donc, c'est une réactivité entre le ciment et les granulats. Donc, ce sont les alcalins du ciment avec la silice des granulats. D'accord? Donc, il y a une formation de produits gonflants et donc, comme dans l'autre cas, dégradation du béton. Donc, attention, c'est bien plus récent, c'est dans les années 40 qu'aux États-Unis, elle a été identifiée la première fois et seulement dans les années 80 en France. Dans les années 80, c'est vraiment pas beaucoup, c'est il y a 40 ans, donc quand c'est aperçu. Donc, suite à cette pathologie, il y a eu des démolitions et aucun remède n'est apparu. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a des règles, mais il n'y a pas de remède. Donc, ceci dit, on sait qu'il y a avec les nouveaux bétons, ça n'arrive pas, parce que justement, les voies de transport à l'intérieur du béton, qui sont les porosités, les canaux, la densité, etc., eh bien, on fait que les bétons sont devenus plus protégés. Voilà. Alors, on va raconter donc tout ça. Donc, il y a plusieurs types de réactions qu'on appelle l'alcali-réaction. D'accord? Il y a la réaction alcali-silice. D'accord? Donc, il y a
qui implique certaines formes de granulats. Hein. Donc, il y a toute une liste de granulats qui sont impliqués dans la réaction alcali-silice. Ensuite, il y a alcali-silicate. Hein. Donc, ce sont d'autres roches qui ont donc des silicates de sédimentaires essentiellement, les argiles, les granites, les basaltes, etc. Et puis enfin, il y a donc les réactions alcali-carbonate qui impliquent les calcaires. Donc nous, on va essentiellement nous intéresser aux alcali-silices qui, même si théoriquement font partie il y a deux autres branches, mais c'est cette première branche qui pose beaucoup de problèmes et qui est vraiment la source de beaucoup d'ennuis. Alors, comme la dernière fois, donc comme pour l'autre, donc je vais vous décrire d'abord les désordres sur les ouvrages, les conséquences mécaniques de la réaction alcali-silice, les mécanismes de la réaction, hein, parce que bon, on suppose qu'il y a des mécanismes, bien qu'on ne sache rien faire, hein, et l'effet des additions minérales vis-à-vis de l'alcali-réaction. Comment on peut il y a certaines additions minérales qui peuvent réduire ces alcali-réactions et quelles sont les méthodes de diagnostic et de pronostic. Voilà. Alors, et puis enfin, les méthodes de surveillance des ouvrages, le traitement ou le renforcement des ouvrages, et puis la démarche préventive et les conclusions. Voilà. Donc, nous allons donc suivre cela avec la description des désordres. Donc voilà les photos que je vous avais vous montrer ce matin, hein, pour vous montrer les désordres dans les ouvrages. Hein. Là, ce sont des barrages. Donc il y a eu 5 barrages qui ont été affectés, qui est beaucoup. Donc hein, ça fait beaucoup. Donc là, vous voyez donc les alcali-réactions, qu'est-ce qu'ils ont donné. Hein. Donc là, ça aussi, ces images, je vous les ai montrées ce matin pour les désordres sur les ouvrages. Donc voilà, le faciès que ça représente, ça c'est ici. Hein. Donc voilà. Voilà, donc il y a des réseaux de fissures qui s'enchevêtrent. Voilà. Alors, le problème est que, donc, comme je vous ai dit, il y a des endroits où ça se passe beaucoup plus. Hein. Donc voilà, donc en France, donc en noir, hein, donc là où les dégradations sont fréquentes et importantes, hein, ensuite des dégradations fréquentes, et puis là où les dégradations sont rares, d'accord? Donc ça, c'est une carte qui a été établie donc en 92, donc ça fait pas très longtemps, hein, une trentaine d'années. Voilà. Donc quel est le bilan actuel en France des désordres par réaction donc de gonflement interne, ça veut dire en fait par réaction d'alcali-silice. Alors ce gonflement ne provient pas des tringites, hein, c'est les granulats qui gonflent. Vous allez voir comment ça se passe. Donc des ponts atteints de dégradation, il y en a eu 440. Les régions les plus touchées, le Nord et la Bretagne, et les ponts démolis, hein, il y a eu 5 ponts qui ont été démolis et plusieurs autres ouvrages qui ont été démolis à cause de ça. Donc les conséquences mécaniques de la réaction. Donc vous voyez, il y a une expansion des granulats à l'intérieur, hein, qui entraîne des contraintes énormes. Et là, vous voyez, ça, c'est une armature d'acier, hein, qu'on a mis dans une armature, on a mis à l'intérieur donc de la structure en béton pour le renforcer. Vous vous rendez compte que
les contraintes d'expansion ont été tellement importantes qu'il y a eu rupture de l'armature. Hein. Ici, ça paraît un peu corrodé, mais en fait, c'est pas ça. Hein, parce qu'à l'intérieur du béton, vous n'avez pas de corrosion. C'est comme ça, parce que le béton est... Hein, vous allez faire des travaux pratiques sur le béton, hein, donc la semaine prochaine, et vous verrez que le béton est basique. Hein. Donc, à l'intérieur, vous mettez des armatures rouillées, et donc vous faites votre béton autour, et puis après vous ouvrez le béton, vous voyez que les armatures sont, il n'y a plus de rouille sur les armatures. Hein, donc à l'intérieur du béton, les armatures ne rouillent pas. D'accord, c'est quelque chose qui est, vous pouvez être tranquille. Hein, il n'y a pas de rouille à l'intérieur du béton parce que le béton est basique, hein, est bien basique. Hein, ça veut dire c'est de l'ordre de plus de 13, donc du pH. Donc, à l'intérieur, donc ça, ce n'est pas dû à la rouille, hein, qu'il y a une rupture, c'est vraiment les contraintes qui ont engendré cette rupture. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil. Hein. Donc, c'est une figure que vous avez vue, c'est une figure d'expertise du laboratoire central de Ponts et Chaussées. Donc, les conséquences mécaniques pour le matériau, eh bien, sont les suivantes. Des pressions de gonflement, des réseaux de fissures intragranulaires, ça veut dire à l'intérieur des granulats que vous mettez dans le béton, il y a des fissures qui apparaissent, et des microfissurations autour des particules qui sont réactives, des décollements à l'interface pâte de ciment et granulat, et altération des caractéristiques mécaniques, d'abord le module Young, ensuite la résistance à la traction, et enfin la résistance à la compression. Alors la résistance à la compression intervient en général plus tard. Hein. D'abord c'est la résistance à la traction qui est touchée, parce que bon, la résistance à la compression, vous comprimez. Hein. Quand vous comprimez et que vous-même vous avez des fissures, eh bien, les fissures ne jouent pas de rôle grave, hein, parce que vous approchez les lèvres de fissure. On verra ça quand on verra la modélisation des fissurations. Hein, et vous voyez que, en général, quand vous approchez les lèvres de fissure, en général, donc les résistances à la compression sont altérées beaucoup plus tard. Mais ils sont altérés quand même parce que vous cassez le béton. Hein. Voilà. Donc, des contraintes internes au sein de la structure, des surtensions dans les aciers passifs et actifs. Hein. Les aciers passifs sont des aciers qui sont là juste pour renforcer le matériau, béton. Les aciers actifs, ça veut dire des aciers qui sont là et jouent un rôle de précontrainte. Hein. Ça veut dire que ce sont des aciers qui sont là pour renforcer et comprimer l'ouvrage. En fait, ce sont des tubes et à l'intérieur, on met des câbles que l'on tend. Donc, comme ça, donc le béton est comprimé et donc l'acier joue un rôle actif. Voilà. Donc, il y a ensuite donc l'expansion de la structure selon les directions les moins comprimées. Hein, c'est pour ça que quand vous avez un béton qui est comprimé, c'était le béton que je vous avais montré ici, hein, qui est comprimé dans le sens longitudinal, hein, eh bien, il est rare qu'il y ait une fissure perpendiculaire à l'axe de la contrainte, de la précontrainte. Donc, c'est toujours là où c'est le moins comprimé. Hein. Voilà. Et puis, donc, fissuration de la structure et il y a donc gonflement différentiel entre les différentes parties. Alors, donc, c'est donc, voilà, donc la résistance à l'action et le module de déformation subissent en premier donc les conséquences donc de la perte des caractéristiques mécaniques.
Alors, donc comme ce sont les Américains qui ont découvert ça en premier, hein, donc laquelle est réaction, eh bien, on est assez bien documenté, hein, sur ce qui se passe également aux États-Unis. Et, et donc voilà, on a l'ordre de grandeur, par exemple, donc du gonflement libre du béton en millimètres par mètre. Donc, quand vous avez un gonflement de 5 millimètres par mètre du béton, vous avez, par exemple, vous avez le coefficient de réduction de la résistance à la compression, d'accord? Donc, subit une perte de 40%. Ça veut dire qu'il lui reste 60%. Donc, la résistance à la traction est il y a 60% de perdu, il reste 40%. Et le module de déformation, le module Young, est arrivé au tiers. Donc vous voyez que les dégâts sont considérables. Donc, dans une situation pareille, si vous avez dimensionné un ouvrage pour compte tenu d'un module de déformation tel, eh bien, votre module, maintenant, est 3 fois inférieur. Est-ce que vous avez fait vos cours avec monsieur, de modélisation avec Gérard Porcher? Vous n'avez pas fait? D'accord. D'accord. Bon. Donc voilà. Sinon, vous avez fait des cours de modélisation avec un autre enseignant? Non? Yes? No? Non, on n'a pas eu de cours de modélisation encore. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, donc je vous en parlais donc rapidement. Donc voilà, donc à 30% donc de moins, c'est donc tomber à 30% de sa valeur initiale, c'est vraiment catastrophique. Hein. Alors, quels sont les mécanismes de la réaction? Alors, 3 conditions sont jugées indispensables pour le développement de l'alcali-réaction. Alors, la présence d'un granulat potentiellement réactif. Ça veut dire qu'il contient une silice réactive. Je vous avais parlé tout à l'heure, quand nous parlions des pyrites, que la réactivité de la silice est quelque chose de très particulier. Il y a des silices, même formule chimique, même aspect, même qui sont des silices qui sont réactives. Et il y en a d'autres qui sont très peu réactives. Donc ça, c'est un mystère qu'on explique dans certains cas, mais c'est vraiment étonnant. On pense que c'est mieux quand c'est bien cristallisé, la réactivité est faible. Et quand c'est corrodé, la réactivité est plus importante. Bref, c'est quelque chose de complexe. Donc ensuite, il faut une concentration en alcalin. Donc il faudrait qu'il y ait donc des Na+, des K+, qui soient élevés dans la solution interstitielle du béton. Quelle est la solution interstitielle? Ça veut dire la solution de l'eau, qui perdure à l'intérieur de l'eau, du béton, parce que le béton, donc, vous avez commencé le béton a commencé à s'hydrater, et à l'intérieur, il en reste toujours un peu, et donc, on appelle ça la solution interstitielle. Ça veut dire c'est à l'intérieur donc du béton, à l'interstice du béton, qu'il y a toujours donc un liquide, de l'eau, et sauf dans les bétons
à haute performance, à très haute performance et à ultra haute performance, où on met très peu, on arrive à réduire énormément d'eau, et donc l'eau est pratiquement entièrement consommée. Il n'y a plus de solution interstitielle. C'est pour ça que vous voyez là, la question ne se pose plus. Quelle réaction, ça se pose plus quand vous êtes avec des bétons à haute performance, à très haute performance. Ce sont toujours dans des mauvais bétons que ça se passe. Hein. Et puis des conditions d'humidité suffisantes, suffisamment élevées en présence d'eau. D'accord. Alors, voilà. Ces considérations conduisent à la définition que l'alcaléréaction est une réaction chimique. Donc, ça notez bien parce que il faut savoir hein, qu'est-ce que c'est l'alcaléréaction. Si lors d'un entretien, on vous parle hein, de l'alcaléréaction. Donc, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'entreprises qui font essentiellement de l'expertise, hein, eh bien, travaillent sur l'alcaléréaction parce qu'ils ont de temps en temps des situations et donc le propriétaire du chantier, hein, de l'ouvrage, eh bien, veut savoir qu'il faut casser l'ouvrage ou pas. Hein, c'est une question extrêmement importante. Parce que si on vous donne un conseil, l'expertise vous dit que non, il faut casser parce que l'ouvrage est devenu dangereux et que demain il arrive un accident, hein, eh bien, le propriétaire est responsable. Que ça soit une région, une commune, hein, ou carrément une entreprise, eh bien, sa responsabilité est engagée. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, dans les sociétés d'expertise, hein, d'ouvrage d'art, eh bien, ils sont intéressés par l'alcaléréaction. Hein. Donc, toutes les entreprises qui font du conseil hein, dans le domaine des travaux publics, eh bien, sont, je dirais que 40% de leur activité est autour de l'alcaléréaction. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'important. Si vous avez à travailler dans une entreprise d'expertise de ce thème, de ce projet, eh bien, il faut que vous sachiez. Donc, il trouve son origine dans l'instabilité de certaines espèces de granulats plongées dans un milieu où règne un pH voisin de 13. Donc, elles donnent naissance à des produits de réaction qui vont induire des désordres mécaniques. Alors, tant qu'ils ne sont pas dans le béton, eh bien, ces granulats, eh bien, vont vivre une vie normale, hein. Mais c'est dès qu'on le met dans le béton qu'ils commencent à gonfler. D'accord ? Alors, donc, on va imaginer, hein, donc ce sont des mécanismes qui sont compliqués, et donc on va imaginer quelles sont les réactions et qu'est-ce qu'il faut faire surtout, hein, avec les réactions. Voilà. Alors, donc vous allez voir la démonstration qui va aboutir à 3 catégories de granulats. Hein, potentiellement réactifs à effet de pessimum et non réactifs. D'accord ? Alors vous allez voir comment on les classe, comment on juge, etc. C'est étonnant, hein, parce que vous êtes toujours, vous avez des cours qui sont avec une logique très cartésienne, et là vous vous rendez compte que eh bien, quand les entreprises de conseil et d'expertise sont obligées de donner des solutions, eh bien, ils vont établir des critères qui sont un peu bizarres. Ça veut dire ils les classent en forte réactivité, effet de pessimum, réactivité très faible, etc. Et puis, à partir de ces considérations, ils donnent leur avis. Donc, les conditions qui gouvernent l'alcaléréaction sont essentiellement la quantité d'alcalin,
la présence d'eau et d'ion calcium et l'abondance et la réactivité des espèces minérales. Donc, ce dernier point, les espèces minérales qui sont en question, constitue une particularité de ces réactions. La connaissance des granulats qui constituent 80% du matériau béton est un préalable indispensable à la mise en œuvre d'une formulation exempte d'alcalie de réaction. C'est pour ça que, à partir de ce qu'on connaît, vous avez vu, certaines régions, eh bien, il y a des granulats qui sont interdits. Parce que on a des doutes sur ces granulats. Ils peuvent donner lieu à des réactions et gonfler. Donc, c'est un des points importants de la prévention vis-à-vis de l'alcalie réaction. Les minéraux peuvent avoir des comportements très variables vis-à-vis de l'alcalie réaction. Donc, les granulats sont donc classés, suivant leur réactivité, à partir d'essais conventionnels, dans les catégories suivantes. PR, PRP et NR. D'accord? Donc, potentiellement réactif à effet de pessimum et non réactif. Donc, quels sont les agrégats utilisés dans le béton? D'accord? Les agrégats sont des silicates naturels et des calcaires. Donc, la silice est donc présente dans la roche comme constitution principale pour les silicates naturels et accessoire quand il s'agit des calcaires. D'accord? Monsieur? Donc, oui. J'avais une question. Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais en fait, ça veut dire que les granulats qui sont d'origine de la Bretagne ou du nord de France sont interdits à l'utilisation, ou que l'utilisation de granulats ne sont pas interdits, mais il y a certains. Vous allez voir, ça veut dire qu'ils sont déconseillés. Ils sont déconseillés dans certains cas. Ça veut dire que si jamais leur utilisation, vous allez voir, là vous posez une question intéressante qui serait justement analysée. Ça veut dire que s'ils sont utilisés dans certaines conditions, eh bien, on les déconseille. Ça veut dire quand il y a des risques, on va voir les risques qui sont associés, quand est-ce que on les observe, et tout ça, c'est un raisonnement un peu bizarre. C'est un peu, il n'y a même pas de base véritablement statistique autour de ça. Et maintenant, surtout que maintenant, avec l'arrivée des nouveaux bétons, ces questions ne se posent plus. Mais si quelqu'un veut utiliser malgré tout un béton dans certaines qui a trop d'eau, il y a beaucoup d'eau, qui a pas de fumée de silice, etc., avec donc certains types de ciments, etc. Eh bien, on déconseille d'utiliser certains granulats qui sont dans certaines régions. Effectivement. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits, mais dans certains cas, on déconseille. On ne peut pas faire plus, parce que vous allez voir, les origines sont... l'origine de la démonstration est un peu baseuse. Vous allez voir dans la suite. On prévoit un mécanisme. Vous allez voir ce qu'est le mécanisme. Je vous demande aussi de bien l'enregistrer parce que c'est intéressant que vous le sachiez si jamais au cours d'un entretien ou au cours d'une discussion avec des spécialistes, vous avez un problème de ce type pour que vous sachiez, vous puissiez évoquer les mécanismes qui sont en vogue. Donc voilà. Donc on va voir maintenant comment ça se passe. Donc regardez la réactivité. Donc déjà la silice, il faudrait qu'elle soit réactive, d'accord. Donc la réactivité de la silice en milieu basique, d'accord. Donc vous voyez la silice, si vous parlez, eh bien il y a certaines silices qui sont très peu réactives, il y a d'autres silices qui sont très réactives. Donc ça, c'est la dissolution de différentes formes de fonction du temps, toutes choses égales par ailleurs.
Donc, on compare le quartz, opale, le silice amorphe, etc. Donc, vous voyez qu'entre le quartz c'est du sable, hein, et la silice amorphe, hein, eh bien, même formule chimique, vous voyez qu'il y a une différence énorme. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que vous pouvez à la rigueur dire que bon, parce que le quartz est bien organisé, c'est bien plus cristallin, et donc c'est son caractère cristallin qui lui donne une certaine inertie. Hein. Non, si ce quartz, vous le mettez en poudre, parce que ça c'est quelque chose qui se fait, on appelle ça la farine de quartz, hein, on veut avoir des éléments, des fines, hein, on peut, parce que les fines, vous allez voir, c'est dans les cours sur le ciment, vous allez voir que les fines favorisent l'écoulement et la rhéologie. Hein. Si on veut avoir des bétons qui sont autoplaçants, qui coulent plus facilement, on peut mettre des tensioactifs, mais on peut mettre aussi des fines. Des fines, ça veut dire des particules fines. Hein. Donc, quand vous mettez, c'est comme des billes que vous mettez, hein, qui sont les billes qui roulent, vous savez, sous les patins, etc. Hein, pour que les roues roulent bien, on met des billes. Alors, plus ces billes sont fines, eh bien, plus le contact est bon et puis ça roule mieux. Hein. C'est pareil avec les grains que vous mettez à l'intérieur de votre béton. Plus vous mettez des grains qui sont fins, eh bien, plus vous avez le mélange se fait mieux et l'écoulement est plus fluide. Voilà. Donc, les gens se sont dit que bon, au lieu de dépenser donc de l'argent pour aller chercher des produits chimiques, et on ne sait pas encore les produits chimiques, comment ça intervient. Vous avez vu les exemples que je vous ai donnés plus haut, vous en mettez une quantité et ça marche superbement bien. Vous mettez un peu plus, eh bien ça marche mal. Donc, on ne sait pas comment la chimie œuvre. Hein. Les gens se sont dit qu'eh bien, on va aller vers les fines. Et comment on peut aller vers les fines? Eh bien, on va prendre du sable classique et on va les écraser, on va les concasser. Hein. En plus, quand le sable est concassé, donc c'est bon, hein, c'est facile à manier. Donc, alors, le même sable cristallin, une fois qu'il est concassé, hop, vous avez sa réactivité qui monte autant que la silice amorphe. Alors, vous voyez, donc c'est pas le caractère cristallin qui confère cette réactivité, hein, mais c'est plein de choses. Hein, peut-être que dans le sable, eh bien, le contour est érodé. Ça veut dire que avec le temps, les pôles qui peuvent être actifs, eh bien, sont éteintes. Hein, ça veut dire que ça a vieilli. Hein, il y a un effet vieilli dessus. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Eh bien, dès que vous avez du quartz broyé, eh bien, la réactivité augmente. Alors, de plus, maintenant, donc, le quartz broyé est classé, hein, au même titre que l'amiante. Hein, donc, les gens ont peur de l'utiliser. Hein. Ça veut dire que le quartz broyé, si vous respirez, parce que comme ce sont des particules fines, vous pouvez les respirer et ça peut rentrer dans les poumons. Hein. Eh bien, quand il rentre dans les poumons, ça crée des cancers. Alors que si vous jouez avec du sable, des enfants qui jouent avec du sable au bord de la mer, aucun problème. Hein. Mais quand vous les broyez, eh bien, c'est cancérigène. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un mystère. Hein, c'est la réactivité de la silice. Donc voilà. Hein, et donc, il y a donc un problème de réactivité. Alors là aussi, à l'intérieur des granulats,
comme il y a de la silice, eh bien, cette silice, ce silicium, en fait, hein, a une réactivité plus ou moins importante. D'accord? Donc, voilà. Hein, c'est dans certaines régions, eh bien, le silice qui est à l'intérieur des granulats est très réactif et ça peut poser des problèmes. Alors, la silice amorphe, c'est également la silice amorphe, c'est la fumée de silice. Hein, la fumée de silice, vous savez, qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont travaillé dans le béton le savent. La fumée de silice, c'est un produit c'est un déchet de l'industrie du silicium et l'industrie métallurgique. Hein, vous savez que quand il y a des hauts fourneaux qui fonctionnent, eh bien, vous avez dans l'industrie du silicium ou bien même dans l'industrie métallurgique, il y a donc la silice qui s'oxyde et devient le SiO2, hein, le silicium qui s'oxyde et devient la silice SiO2. Et part à l'état vapeur. Donc, vous vous rendez compte, donc c'est une silice qui est du SiO2, hein, le même chimie que le quartz, le sable, hein, qui a l'état vapeur. Et quand quand il passe à l'état solide, sur le contour des fours des hauts fourneaux, eh bien, il passe directement de l'état, si vous voulez, gazeux à l'état solide. Et c'est pour cela que sur le plan topologique, elle est tout à fait ronde. Hein? Donc, c'est une silice qui est totalement ronde. Et sa nature est une nature amorphe. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout cristallisé. C'est comme le verre. Hein? C'est comme du verre, comme du... voilà. Hein? C'est comme du verre, donc il n'est pas du tout cristallisé, comme l'eau, si vous voulez, hein, qui n'est pas cristallisée. Hein? Et bien, cette silice a cette forme. Et une autre particularité qu'il a, c'est qu'il y a toutes les tailles de granulométrie. Et ça, c'était un produit, un déchet de l'industrie de silicium et l'industrie métallurgique de manière générale. Ça veut dire que les industriels ne savaient pas comment se débarrasser de ça. Et en général, ils payaient donc pas mal d'argent pour se débarrasser de cette silice amorphe. Et donc, dans les années 80, eh bien, les industriels de construction ont eu l'idée d'utiliser ce déchet dans leur béton. Ils se sont dit, eh bien, c'est superbe, il y a une variété de tailles de fumée de silice, on l'appelait donc fumée de silice parce que c'était une fumée, en fait, à l'état vapeur qui devenait une sorte de poussière. Ils ont dit que c'est très bien parce que on va remplir comme ça nos bétons, hein, et comme ce sont des fines, ils vont nous apporter de la rhéologie fluide. Et surprise générale, cela a apporté des gains en résistance incroyables. Donc non seulement le côté bien arrondi, bien sphérique de la fumée de silice a été une source pour la fluidité des mélanges qui contenaient cette fumée de silice, mais en plus de cela, cette fumée de silice, eh bien, remplissait toutes les porosités, étant donné qu'il avait un éventail de taille extrêmement qui allait du quelques nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres. Donc, il remplissait vraiment bien les trous. Donc, vous aviez des bétons bien compacts. Mais en plus de cela, cette silice réagissait avec la portlandite. Vous vous en souvenez que la portlandite, c'était du CH. Donc, le CH, je vous avais dit, c'était une phase avec de très mauvaises propriétés mécaniques et qui posait des problèmes, hein.
eh bien, la silice amorphe, la fumée de silice, interagissait et donnait une nouvelle catégorie de silicate de calcium hydraté. Ça veut dire CH plus S, S c'était SiO2, et vient donner du CSH, ça veut dire silicate de calcium hydraté. D'accord? Et donc, vous aviez une nouvelle catégorie de silicate de calcium hydraté, une catégorie beaucoup plus fine et de meilleure qualité. Donc, les propriétés ont grimpé. C'est pour cela que vous êtes passé en béton haute performance et béton à très haute performance. Donc, pour les bétons à ultra haute performance, vous avez 30% par rapport au ciment, vous avez de la silice amorphe. Donc, au début, les industriels du silicium et de métallurgie, eh bien, étaient tout contents de se débarrasser de leur fumée de silice parce qu'ils disaient que bon, au lieu de payer pour s'en débarrasser de ce déchet, eh bien, il y a des gens qui le veulent. Eh bien, on leur donne. Et après, ils ont vu que ça a eu un tel succès que ils ont commencé à les vendre. Et ensuite, les prix ont augmenté. Et même des industriels qui sont mis à fabriquer de la microsilice, exprès pour l'industrie donc de la construction, pour faire des bétons. Vous voyez? Donc, la silice amorphe, c'est une silice qui est colloïdale, hein, ça veut dire que c'est une silice qui n'est pas du tout cristallisée et surtout a une forme extrêmement ronde. C'est vraiment une bille. Hein, je vous montrerai des photos. C'est à 100% mathématiquement, c'est une sphère. Pourquoi? Parce que il est passé directement d'un état. Vous savez que c'est pratique le passage entre l'état gazeux et l'état solide. Hein, donc, en général, un gaz devient liquide, ensuite solide. Ça s'est fait très rapidement. Et donc, vous savez que quand vous avez une goutte qui n'est pas sous l'effet de la pesanteur, elle est bien ronde. Ça veut dire la thermodynamique de la surface est telle qu'elle doit être vraiment ronde à 100% pour réduire les tensions superficielles. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est rigoureusement ronde et qu'il remplit totalement donc les espaces avec des tailles qui varient. Hein, et on dirait que c'est fait naturellement pour remplir toutes les porosités. Donc, la silice amorphe est réactive et donc elle est blanche. Donc ça, c'est très bien aussi pour elle est tout à fait blanche. Ça veut dire que quand vous faites des ouvrages qui sont avec du ciment blanc, en mettant de la silice amorphe, eh bien, c'est parfait. Hein. Et puis, il y a une réactivité qui est très bonne, hein, qui est très bonne. Et la silice amorphe ne cause pas de cancer. Hein. Ça veut dire qu'on s'est dit que si jamais, étant donné que le quartz broyé entraînait du cancer, étant donné que c'est le quartz broyé, c'est du SiO2, la silice amorphe, c'est du SiO2 aussi, eh bien, on s'est dit que peut-être la silice amorphe provoquait des cancers. Eh bien non, il n'y a pas de cancer, pas d'effet nocif. Il y a eu des études très poussées qui ont été menées pour savoir si l'usage de la fumée de silice posait des problèmes de santé. Eh bien non. Hein, le ministère de la Santé a toujours dit qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez manier en laboratoire de béton la fumée de silice, ça ne vous pose pas de problème. Par contre, si on vous dit que, attention, il y a du quartz broyé ou la farine de quartz, alors là, il faut que vous mettiez des gants et des masques, hein, parce que c'est quelque chose qui est au même titre que... Pour l'instant, le quartz broyé n'est pas interdit, hein, mais son degré
de danger au niveau cancérigène est identique à l'amiante. Donc, un jour ou l'autre, ça va être classé comme produit interdit. Hein, d'accord, le quartz, vous voyez. Donc maintenant, on se méfie. Voilà. Donc voilà. Donc c'était donc ce que je voulais vous raconter. Alors on continue, hein, d'accord. On continue. Donc voilà. Donc c'est l'usage de la silice amorphe, ça veut dire la fumée de silice, qui a conduit, hein, de manière incroyable. D'ailleurs, c'était c'était un Français, hein, qui était directeur scientifique de Bouygues, qui a promu énormément la silice amorphe. Hein. C'était au moment de la construction du pont de l'île de Ré. Hein, je ne sais pas si vous êtes passé par là et que vous avez vu le pont de l'île de Ré. Donc, c'était le pont de l'île de Ré a été obtenu par Bouygues. Hein, et le propriétaire, le maître d'ouvrage, c'était donc La Rochelle, hein, le conseil général de La Rochelle. Et Bouygues a eu ce marché. Et à l'époque, c'était le début de la silice amorphe, la fumée de silice mélangée avec dans le béton, ça donne des propriétés. Or, dans le cahier des charges, il était précisé qu'on veut du sable de fleuve ou de rivière, mais pas de sable du bord de mer. Pourquoi? Parce que le sable de bord de mer, eh bien, il y a beaucoup de sel, hein, et qu'on ne sait pas trop comment ces sels vont réagir. Et donc, le conseil régional, à l'époque, avait dit que donc, il ne faut pas du sable de bord de mer. Or, pour l'entraîneur, c'était embêtant. Ils sont au bord de la mer, ne pas utiliser le sable de mer, c'était tentant. Eh bien, il s'est dit que tiens, et si je faisais j'utilisais le sable de mer, mais j'amortissais les méfaits du sable marin par l'apport de la silice amorphe. Donc, il y a eu une grande question. Donc, ils ont demandé à faire des essais. Donc, il y a eu des essais au niveau national qui ont été faits et ils ont vu que, un mélange de sable marin et de la silice amorphe était même meilleur que l'utilisation du seul sable fluvial. D'accord? Et donc, ils se sont mis, voilà, également le sable de Fontainebleau. Hein? Donc, le sable de Fontainebleau, votre camarade, apparemment, il s'y connaît. Donc, le sable de Fontainebleau, c'est le sable de fluide, de fleuve. Hein? Et donc, ils ont dit que voilà, ça coûte moins cher, on va prendre le sable en place au lieu d'aller chercher du sable de Fontainebleau. Hein? Et on va donc utiliser la silice. Et donc, naturellement, ça a apporté beaucoup d'argent à Bouygues, ça a été plus rapide, hein, et tout le monde a été content. Et suite à cela, Bouygues s'est dit, eh bien, si cette fois-ci, au lieu d'utiliser le sable de bord de mer, eh bien, on utilisait du sable de Fontainebleau ou bien le sable fluvial, eh bien, mais avec la silice, avec la fumée de silice. Qu'est-ce qu'on obtiendrait? On obtiendrait quelque chose de superbe. Et ils se sont mis à le développer. Et là, il y a eu le développement donc des bétons à haute performance, à très haute performance. Donc, on est passé des 20 mégapascales de résistance à la compression, on est passé à 60, à 90, à 120. Donc 120 mégapascales, c'est la limite du béton à très haute performance. Et puis, ils sont montés jusqu'à des bétons ultra haute performance, donc les BPR, les bétons de poutre réactive, etc., qui utilisaient énormément de silice amorphe. Hein. Et je vous ai dit que donc des industriels, donc comme Rhodia, anciennement Rhodia, hein, qui se sont mis à
à fabriquer de la silice amorphe, c'était plus un déchet, hein, et donc c'est devenu donc. Alors bon, bien entendu, la silice amorphe est chère. Hein, un kilo, un kilo de ciment, c'est environ 10 à 20 centimes. Hein, voilà. Alors que la silice amorphe, maintenant, fabriquée pour de haute qualité, est 10 fois plus cher. Hein, ça veut dire entre 1 euro et 2 euros. D'accord, donc c'est cher. Hein, c'est cher pour quand vous utilisez la silice amorphe, ça devient un peu plus cher. Donc le béton devient plus cher, mais vous obtenez un béton qui est largement 20 fois plus résistant. Donc 20 fois plus résistant, vous mettez 20 fois moins. Hein, et quand vous mettez 20 fois moins, eh bien, vous allégez votre structure, forcément. Hein, vous allégez votre structure. Et quand on sait qu'un pont est calculé à 80% pour son poids propre, eh bien, ça va nécessiter moins de résistance et donc moins de matériaux encore. Et donc, bon, vous êtes largement gagnant, hein, et économiquement, c'est très intéressant d'utiliser les bétons à haute performance. À l'époque, on parlait de béton à haute résistance, hein, et à très haute résistance. Après, ils ont dit non, il faut appeler à très haute performance, parce qu'il n'y a pas que la résistance qui est meilleure. Donc, les modules sont plus importants et surtout, il n'y a pas de porosité. Les porosités résiduelles sont de l'ordre de microns. Donc, les sulfates, les produits néfastes qui causent la pathologie des bétons, eh bien, ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du béton parce que le béton est bien dense, hein, a une très faible porosité, donc est bien lisse à l'extérieur. Et donc, ces bétons, il vaut mieux appeler, c'est utilisé, par exemple, les bétons à ultra haute performance ont été utilisés pour le stockage des produits radioactifs, hein, les produits radioactifs de type B. Eh bien, à l'époque, on utilisait des trucs d'acier. Ils se posaient la question, est-ce que l'acier va rouiller sous l'effet des écoulements souterrains et tout ça, etc. Donc après, ils ont dit que bon, si on le fait avec du béton à ultra haute performance, eh bien, on est tranquille. Il n'y a pas de problème de rouille, il y a une résistance exceptionnelle et puis rien ne traverse. Donc le CEA a fait des essais. Ils ont vu que ces bétons étaient faits pour. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de laboratoires du béton au CEA qui travaillent sur le béton à ultra haute performance. Alors donc ça, c'est l'origine finalement, c'est la silice amorphe, la fumée de silice qui était utilisée fortuitement, mais aussi l'utilisation exceptionnelle de la chimie. Hein, ça veut dire les tensioactifs, les plastifiants, les superplastifiants, etc., qui n'ont pas encore donné tout leur secret. Les fluidifiants ont été introduits par les Japonais. Hein, à une certaine époque, vous savez, le sang, pas forcément le sang humain, mais le sang est très fluidifiant. Hein, parce que pour que tous les éléments que véhicule le sang puissent circuler de manière fluide dans vos artères, eh bien, par nature, est fluidifiant, hein, est tensioactif. Voilà. Donc, à une certaine époque, les gens avaient remarqué ça, hein, au début du siècle dernier. Hein, donc, les gens avaient remarqué ça. Et ils allaient dans les abattoirs pour récupérer du sang. Et ils mettaient le sang dans leur gâchage de béton pour avoir un effet tensioactif et donc mettre moins d'eau et donc
avoir des bétons de meilleure qualité. Et puis après, dans les années 75, c'était les Japonais qui sont venus avec leur formule de tensioactif. Et puis ensuite, c'est devenu véritablement une industrie extrêmement florissante. Hein. On appelle ça la chimie de la construction. Hein, la chimie de la construction. BASF, dont un de nos conférenciers est originaire, hein, qui maintenant va changer de nom. Hein, BASF est le numéro 1 mondial de la chimie de la construction. Donc c'est une société allemande, hein, d'origine, et la chimie de la construction est devenue un domaine extrêmement important. Il y a même un département de chimie de la construction au fameux MIT américain, d'accord? Donc, il y a un département de béton très important et de ciment, et si vous voulez faire à ce jour là-bas à l'occasion de votre parcours, donc sachez-le. Hein, et le CNRS a apporté son concours aussi. Donc c'est quelque chose de très intéressant, hein, la forme des éléments, la forme ronde, hein, la façon dont ils remplissent l'espace. Il faudrait que l'espace soit rempli, mais qu'en même temps le système ne soit pas bloqué. Hein, ça veut dire que il faudrait que les éléments ne se rentrent pas dedans. Hein, sinon il n'y a pas d'écoulement. Hein, tout ça, il y a de la topologie, il y a de la chimie, il y a les problèmes de réactivité. C'est un domaine qui est passionnant. Hein. Moi, je me suis mis là-dedans il y a une vingtaine d'années, hein, mais avant j'étais métallurgiste, hein, mais après j'ai été pris par le virus parce que c'est extrêmement intéressant, hein, ce domaine. Voilà, bon, écoutez, on doit continuer, hein, sinon, si on papote comme ça, on ne finira jamais, hein, ce qu'on doit faire. Donc voilà, voilà. Donc, où est-ce que nous en étions? Voilà. Alors donc, on s'est dit que quels sont les éléments qui doivent intervenir, d'accord? Donc, il y a le pH de la solution, la température et la forme sur laquelle le groupement SiO2 est combiné. Hein, SiO2, c'est la silice, hein, qui est à l'intérieur de votre granulat. Et on se pose la question que est-ce que c'est sa forme amorphe ou sa forme cristallisée qui est responsable de l'alcali-réaction, hein? Donc, d'après les expériences menées, il semble que si cet SiO2 est plutôt sous forme amorphe, eh bien, sa réactivité est plus importante. Vous voyez? Voilà. Alors, donc voilà, donc il y a le pH qui modifie la solubilité. Donc, il faudrait donc, vous voyez, plus le pH est important, hein, donc là, vous êtes, hein, plus le pH est important, plus la solubilité du SiO2 est importante. Donc, il cherche la nature de SiO2, est-ce qu'il est plus ou moins cristallisé, le pH de la solution, hein, je vous ai dit que le pH du béton est largement basique, hein. Donc attention, si le pH est très très important, eh bien il considère, hein, les critères considèrent que la solubilité de SiO2 est très importante. Voilà. SiO2, attention, c'est le SiO2 qui n'est pas le SiO2 qui est à l'intérieur du granulat. Parce que le SiO2 qui est sous forme de poudre à l'extérieur n'apporte que du bienfait. Hein, sa réactivité n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y ait une réactivité du SiO2 qui est à l'intérieur du granulat et qui fasse exploser le granulat. D'accord? Si le SiO2 qui est à l'extérieur
qui, avec l'eau qui réagissent, eh bien, qu'ils réagissent, tant mieux. D'accord? C'est le SiO2 qui est à l'intérieur donc du granulat. Voilà. Donc, ça vous permettez que. Voilà, donc ça, c'est. Donc, la silice amorphe aussi, avec le pH, sa réactivité augmente. D'accord? Mais si elle est à l'extérieur, je vous ai dit, la silice amorphe ne pose pas de problème. Hein? Donc, ça, c'est une étude pour montrer que si jamais la silice amorphe est de l'intérieur, eh bien, était au contact avec un pH élevé, eh bien, il posait une réactivité importante. Voilà. Donc là, c'est voilà, la solubilité de la silice amorphe augmente avec la température, c'est ce qu'on a, nous avions dit. Voilà. Alors maintenant, quels sont, je vous permettez que je vais avancer un peu plus, parce que ces choses-là, à la rigueur, ça vous... Hein. Voilà. Pour l'origine des alcalins, en avance. Voilà. Donc, quels sont les mécanismes? Alors voilà, on arrive à suggérer un mécanisme. Eh bien, donc ils se sont dit que bon, pour avoir une expansion, on va proposer un mécanisme. Alors, le mécanisme est le suivant. Donc, étape 1, attaque du granulat. Donc, ils ont dit qu'il faut que le milieu interstitiel ait des alcalins, donc ce qu'on appelle la réaction alcali-silice. Hein? Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que quand vous avez un milieu donc alcalin, donc il va y avoir une réaction acide-base dans les groupes silanol et les ions hydroxyde. D'accord? Regardez. Donc ici, quand vous avez un milieu alcalin, donc ici avec Na+ et OH-, donc ce OH- va rentrer à l'intérieur, ça c'est le granulat, d'accord? Le granulat qui est obtenu par une structure de SiO2, etc., mais granulat siliceux qui a donc qui emprisonne donc le SiO2, d'accord? Donc là, dans le milieu alcalin, donc vous avez du NaOH, donc Na+ et OH- donc vont se séparer. Le OH- va pénétrer le granulat et va réagir avec les groupants de type SiOH ou des groupants de type SiO-Si pour donner du SiO- et de l'eau. Et la théorie, c'était que cette eau H2O qui va être créée à l'intérieur, qui va faire gonfler le granulat. Et donc, le granulat va exploser. Donc ça, c'est la théorie que finalement les gens ont trouvée pour exprimer que, eh bien, il y a une nécessité donc du milieu alcalin. Ça veut dire que le milieu, s'il est alcalin, il y a des ions OH- actifs, que ces ions OH- vont rentrer et qui vont réagir avec les sites SiOH ou SiO-Si et qui vont donner naissance à une réaction SiO- ici et SiO- là. Et donc le Na+, va aller coller au moins. Hein, vous allez avoir du SiO- Na+, et 2 SiO- plus 2 Na+, et la formation de l'eau. Et cette pénétration de Na+ et la création de l'eau, c'est ça qui est à l'origine du gonflement et de l'attaque du granulat, qu'on appelle la réaction. Ça, c'est l'idée que les gens ont trouvée pour expliquer cela. Alors,
Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que à l'intérieur, donc, il va y avoir donc du Na+. Alors, il y a donc voilà. Et donc, la présence donc l'eau et Na+ va contribuer à faire éclater donc la structure. Alors, il y a une autre théorie qui vient s'ajouter à cela. Donc bon, là, le reste, c'est simple. Hein, donc, il va y avoir étape de formation d'un gel. Hein, donc voilà. Dissolution de la silice par cette formation, et dissolution des ions vers les lieux réactionnels pour former un gel. Donc, ça, c'est en théorie. Et étape 3, c'est la théorie de la pression osmotique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pression osmotique? Eh bien, c'est que là, je vais vous faire un dessin, mais je ne sais pas comment vous le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, la pression osmotique, oh là là, je n'arrive pas à faire le dessin. Je n'arrive pas à dessiner, excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon dessin? Vous voyez que j'essaie d'écrire ou pas? Vous voyez le tableau? Oui. Voilà. Un trait Donc, bleu. voilà, c'est très bien. Donc voilà, donc imaginez donc un tube en U. Voilà. Donc ça, ce que je vais vous expliquer, c'est la pression osmotique. Hein.
Donc, initialement, je mets de l'eau. Donc, vous savez, si je mets de l'eau, eh bien, les deux niveaux sont identiques. D'accord? Donc ça, tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce que si je prends une surface fictive ici, hein, donc ici, si je prends une surface fictive, ici, il faudrait que la pression soit identique à l'autre, de l'autre côté. Donc, ce point et ce point doivent avoir la même pression. Et donc, comme la pression est fonction de la hauteur de l'eau, donc ici, les deux surfaces doivent être égaux. Alors, imaginez cette fois-ci que je mette ici une paroi qui soit semi-perméable. Une paroi semi-perméable, ça veut dire qu'il laisse traverser l'eau, mais qui ne laisse pas traverser, eh bien, par exemple, un élément, donc, par exemple, un élément que j'appelle ça par ce point-là. Donc, imaginez qu'il ne laisse pas traverser ce que j'ajoute ici. Ça veut dire, j'ajoute une poudre de n'importe quel produit et que la porosité de cette paroi est telle que cet élément, cet élément extérieur, cette charge que j'ai ajoutée, ne peut pas aller de ce côté. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la nature n'aime pas l'ordre. Hein, vous savez que la nature est contre l'ordre. Hein, il préfère le désordre. C'est toutes les structures, c'est le deuxième principe de thermodynamique qui dit que, eh bien, la nature a horreur de l'ordre. Donc, la tendance, c'est que ces éléments additionnés ne veulent pas être confinés dans cette zone. Ils veulent partir de l'autre côté. Or, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ces particules ne veulent pas qu'ils aient une concentration ici qui soit supérieure à là. Ils veulent passer de l'autre côté pour que leur concentration soit plus faible. Hein, ça sera de même concentration que ici, ça veut dire 0. Ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'eau qui va traverser ici pour diminuer la concentration. Parce que les particules ne peuvent pas aller de l'autre côté. Donc, il ne peut pas diminuer sa concentration en allant de l'autre côté. Eh bien, c'est l'eau qui va aller là pour... Monsieur, excusez-moi, en fait, on ne voit pas votre curseur, en fait. Vous ne voyez pas? Vous voyez mon dessin? Non. Vous ne voyez pas? Si, on voit le dessin, mais on ne voit pas le curseur, en fait. Bon, le curseur, ce n'est pas important. Donc, vous voyez qu'il y a un côté donc, droit, un côté gauche. Donc, dans une partie, j'ai mis un produit X, d'accord, qui a une certaine concentration, mais qui est bloqué par le paroi semi-perméable et ne peut pas aller à droite. Vous êtes d'accord? C'est bon? Voilà. Donc, le produit ne peut pas aller à droite parce qu'il y a une paroi semi-perméable, ça veut dire perméable à l'eau. Donc, l'eau peut traverser dans les deux sens, mais le particule que j'ai ajouté, hein, le particule, mettons, P comme particule, eh bien, ne peut pas aller de l'autre côté. Or, il y a un deuxième principe de la thermodynamique qui dit que les particules n'aiment pas ça. S'ils ont une concentration quelque part, ils veulent que partout il y ait la même concentration. Si vous avez deux chambres et dans une chambre vous mettez, mettons, un gaz et que dans l'autre vous ne le mettiez pas, un gaz, mettons, qui est rouge, et dans l'autre vous ne mettez pas ce gaz,
eh bien, si vous ouvrez la porte, eh bien, le gaz va diminuer sa concentration, va aller de l'autre côté où la concentration va augmenter, de sorte que les deux parties aient la même concentration. Donc, les particules qui sont à gauche veulent passer à droite et ils ne peuvent pas. Donc, ils veulent réduire leur concentration. Pour que cette concentration soit réduite, étant donné qu'ils ne peuvent pas, c'est l'eau qui peut traverser la partie semi-perméable qui va aller à gauche. Et donc, le niveau du liquide va augmenter. Et donc, va atteindre un certain niveau. Je vais mettre en rouge. Et inversement, ici, le niveau va baisser et va atteindre ce niveau-là. Vous êtes d'accord? Alors, bien entendu, quand le liquide augmente, il ne peut pas, l'eau de droite vers la gauche ne va pas aller indéfiniment, parce qu'il va y avoir un équilibre et le poids de la colonne d'eau va être trop important. Donc, à un moment, il va s'arrêter. Et il va y avoir un équilibre qui va être créé. C'est l'équilibre osmotique. Et donc, d'un côté, ici, il va y avoir une pression P1 qui va être supérieure à la pression P2 ici. Juste de part et d'autre de la membrane. Du fait que cette pression sera proportionnelle, les pressions P2 sera proportionnelle au niveau de l'eau à droite et de pression P1 sera proportionnelle au niveau de l'eau à gauche. Donc, il y aura une différence de pression qui va être delta P, qui va être P1 moins P2. Et cette surpression, on l'appellera la pression osmotique. D'accord? Est-ce que cela, vous l'avez vu quelque part avant? Oui. Vous l'avez déjà vu? Voilà. Alors, cette pression osmotique est le deuxième étape de ce qui va se passer. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vous ai montré, donc je reviens sur mon dessin. Voilà. D'accord? Donc, du fait que la pâte de ciment agit comme une membrane semi-perméable, entre donc le gel siliceux et la silice interstitielle du béton, d'accord? Eh bien, ça va être l'origine d'un flux d'eau vers le gel créant des pressions pouvant atteindre, en théorie, entre 45 et 140 mégapascales. D'accord? Donc, en plus de la création de l'eau qui est à l'origine, comme le Na+ qui est parti à l'intérieur a créé un gel, eh bien, il va y avoir un afflux d'eau de l'extérieur vers l'intérieur, comme il y a eu tout à l'heure un afflux d'eau. Où est-ce que j'étais dans mon dessin? Dans mon dessin, il y a eu un afflux d'eau de la région où il n'y avait pas le produit vers la région où il y avait les petites particules. Et bien, de la même manière, dès qu'il y a des Na+ et de l'eau qui est créée à l'intérieur,
eh bien, il va y avoir une attirance, hein, donc comme une attirance de l'eau qui va pénétrer le gel vers l'intérieur. Et donc, il va y avoir un gonflement extraordinaire, donc qui va créer des tensions extrêmement importantes. D'accord? Donc ça, c'est la théorie que on associe à cela. Voilà. Donc, on dit que la pression, hein, est proportionnelle donc à delta C. Delta C, c'est la différence de concentration entre la région, ça c'est la définition de la pression osmotique, c'est que là, s'il y a une différence de pression de concentration entre deux régions d'un élément quelconque, d'accord, eh bien, il va y avoir une pression osmotique qui va être créée, hein, qui est proportionnelle à cette différence de concentration, hein, qui est proportionnelle à la température, qui est proportionnelle à R, qui est la constante des gaz parfaits, et qui est également proportionnelle à un certain G, qui est le coefficient osmotique de la substance. Donc, le phénomène d'osmose, eh bien, c'est quelque chose qui se passe constamment en biologie, par exemple. Hein. Ça veut dire dès qu'il y a une concentration d'un certain produit qui est créé à l'intérieur donc d'une substance, eh bien, il va y avoir tout de suite une différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur. Par exemple, des cellules. Hein, si vous avez une cellule quelconque, hein, vous savez qu'il y a une paroi de cellules qui est perméable à l'eau. Et à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas à l'extérieur. D'accord? Et donc, naturellement, à l'intérieur des cellules, il y a donc les noyaux, il y a plein d'autres choses qu'il n'y a pas à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, entre l'intérieur et l'extérieur, il va y avoir une différence de pression. Ça veut dire là où il y a un excès de concentration d'un produit qui ne peut pas s'échapper, eh bien, il va y avoir une surpression par rapport à l'extérieur. La différence de pression est P ou delta P, hein, qui est proportionnelle à la température. Plus vous augmentez la température, plus cette différence de pression entre l'intérieur où vous avez une concentration supérieure d'un tel autre produit par rapport à l'extérieur, eh bien, il y a une surpression. D'accord? Alors, on explique cela par la rupture donc des granulats qui, comme vous avez vu, c'est une rupture qui est extrêmement importante. Hein. Je vous ai montré au tout début, il y avait une barrière, il y avait un élément de ferraillage qui a été cassé. Hein. Donc, bien entendu, pour qu'un élément de ferraillage puisse casser, eh bien, il faut des pressions extrêmement élevées. Donc là, 140 mégapascales, c'est pas suffisant. Hein, la résistance de l'acier est donc bien supérieure, hein, et autour de 800. Mais c'est un début, hein, pour expliquer, selon les scientifiques, ce qui va se passer. Hein, c'est ce qui se passe. Donc, je résume, c'est la disponibilité des silices à l'intérieur des granulats, des disponibilités, une réactivité à la réaction des silices à l'intérieur du granulat, qui fait qu'il va y avoir une concentration d'alcalin qui se trouve à l'origine à l'extérieur, hein, qui va, de par la réaction que je vous ai montrée, va aller à l'intérieur, qui va provoquer une différence de concentration,
Et cette différence de concentration va créer une surpression à l'intérieur et qui va casser le béton, le granulat. Donc ça, ce sont la théorie qui explique l'alcali réaction. Voilà. Alors maintenant, on va passer à voilà. On va passer aux méthodes de diagnostic et de pronostic. Alors, comment on va faire les méthodes de diagnostic? Donc, diagnostic, c'est déjà donc de prélever des échantillons et d'imaginer comment cela va se passer dans un temps donné. Hein. Donc voilà les méthodes de diagnostic. Déjà, ici, Monsieur, on voit toujours votre tableau blanc avec le dessin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour retourner? Demain, nous serons en présentiel, hein? Donc, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, comment je vais passer sur l'autre? Voilà. Je fais ça. Alors, si je suis dans ce dessin, donc vous n'avez pas vu là, vous voyez ce que j'écris. Donc ça, c'est proportionnel à G, c'est proportionnel à R, constante des gaz parfait, et delta de concentration. Différence de concentration. Ça, c'est température absolue. R, constante. Les gaz parfait. Et G, coefficient osmotique. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez une certaine migration d'un certain domaine, dans un domaine, eh bien, proportionnellement à la différence de concentration entre un domaine à gauche et un domaine à droite, il va y avoir une surpression qui va être créée, qui va être donc également proportionnelle à la température et à un coefficient osmotique qui dépend de la nature donc de l'élément qui est en surconcentration dans une des parties donc du tube. D'accord? Donc maintenant je vais revenir. Voilà, est-ce que vous voyez mon ou pas?
Ah, enfin, je suis sauvé. Voilà. Donc voilà, donc on crée des carottes, hein, on prélève des carottes de l'ouvrage que nous avons nous avons analysé, d'accord. Donc on peut diagnostiquer par des méthodes avec le MEP. Attendez, où est les carottes? Voilà. Voilà, donc on colle des plots, d'accord, hein, donc on prend des carottes de diamètre de 10 cm, longueur de 25 cm, ça c'est la méthode du laboratoire des ponts et chaussées, donc c'est la méthode numéro 44 qui est en vigueur, d'accord, et vous collez des plots, hein, les plots donc sont séparés donc sur 3 niveaux, séparés de 10 cm, d'accord. Il a pour objet d'évaluer par une mesure d'expansion sur éprouvette prélevée par carottage d'un béton ancien. Donc le potentiel d'expansion restant dans ce béton. Ça veut dire qu'on veut savoir quel est le potentiel d'expansion de ce béton. Donc on a pris une carotte, on a pris un élément, on a mis des plots, et puis après on va voir comment cet échantillon va subir une expansion. Et d'après ce que l'expansion prévoit, hein, eh bien, on va dire que on va les mettre en 3 catégories donc de l'alcali-réaction. Voilà. Donc laisser donc l'expansion résiduelle. Donc on le recouvre avec du papier absorbant qui est un film de polyéthylène. Voilà. Ensuite, on les stocke dans un conteneur de réacteur. On met à 38 degrés Celsius et avec une hygrométrie de 100%. Ça veut dire 100% donc de pression saturante. 100% d'humidité. D'accord? Voilà. Et on mesure au rétractomètre mécanique la distance pour voir comment il va s'expanser. Et voilà. Donc, on va regarder l'expansion résiduelle. D'accord? Donc, nous sommes là. Hein? Eh bien, on va voir comment l'expansion va se réaliser sur une dizaine de semaines. Donc là, c'est après 8 semaines. Là, c'est après donc 16 semaines, 24 semaines, 32 semaines, 40 semaines, 48 semaines, pratiquement donc. D'accord? Voilà. Alors, si là, c'est l'exemple d'un béton qui ne présente pas de potentiel d'expansion résiduelle, donc qui n'a jamais été atteint par l'alcali-réaction. D'accord? Donc, vous voyez que donc avec l'humidité à 100% qui va être établie, donc il va y avoir une augmentation donc, de l'expansion parce qu'il y a une humidité, et après il va y avoir un équilibre. Donc pendant toutes les semaines qui vont venir, donc il ne va plus avoir d'expansion. D'accord? Donc ici, on calcule, on dit que donc l'expansion résiduelle, d'accord, c'est de 2 temps. Là, c'est un béton qui présente un léger potentiel d'expansion résiduelle et qui a été antérieurement atteint d'une alcali-réaction. Alors là, naturellement, il y a tout de suite la mise en équilibre avec l'environnement, donc de forte humidité. Et là, vous voyez qu'il y a une légère progression, une légère progression
donc de la taille de l'éprouvette. Donc là, on dit que ça, il y a un léger potentiel. Et là, donc dernier cas, donc on ne va pas faire tous les cas, hein, là, c'est l'exemple d'un béton qui présente un important potentiel d'expansion résiduelle. Là, vous voyez, donc à l'intérieur, donc les granulats qui sont à l'intérieur vont gonfler, et donc votre carotte va continuer à gonfler. D'accord? Et donc là, dans cet environnement-là, on remarque qu'il va y avoir une expansion importante. Donc dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, on décide que, eh bien, ça, c'est grave. Hein? Et donc, il va y avoir une expansion importante, hein, qui est prévisible. Alors, pourquoi ici il y a une expansion plus importante? Déjà parce qu'on a on a augmenté la chaleur, donc les 38 degrés, et puis on a mis un environnement à 100% d'humidité, d'accord? Donc là, eh bien, suivant ces normes-là, eh bien, il va y avoir une expansion qui est prévue de cette façon. Vous voyez? Donc ER, donc comme expansion résiduelle, c'est ça. D'accord? Ça se mesure sur un an. Donc l'expansion résiduelle, donc ici par exemple, c'est de 1327 micromètres par mètre par an. Là, c'est un béton qui présente un important potentiel d'expansion résiduelle. Donc sur carotte, on a prélevé une carotte, il y avait des doutes, hein, on savait que ça allait mal, donc on a pris et on a mesuré sur cette carotte, on a mis des blocs, et puis on a mesuré sa variation donc toutes les 8 semaines, hein, et ensuite donc on a établi une courbe et on a vu que sur un an, sur 1 mètre, eh bien, il va y avoir 1327 micromètres d'expansion. Donc ça, c'est considéré donc comme important. Si la valeur de ER, donc ça, c'est l'interprétation des experts, hein, qui ont établi cette grille. Hein. Si la valeur de ER, eh bien, est inférieure à 100 micromètres par mètre par an, d'accord, eh bien, on considère que l'alcaline-réaction est négligeable. D'accord? Si c'est entre 100 à 500 micromètres par mètre par an, eh bien, on considère que l'alcaline-réaction est modérée. Et quand c'est supérieur à 500 micromètres par an, eh bien là, on considère que c'est important. Et donc, il faut penser à des mesures. Hein. Donc, les mesures peuvent être de différentes sortes, hein, ou bien on prévoit de stabiliser la structure, ou alors on prévoit de tout casser. Hein. Donc, voilà, donc les méthodes de surveillance des ouvrages. Donc, ça va, donc il y a un manuel d'identification des réactions de dégradation interne du béton dans les ouvrages d'art, d'accord, qui est publié par le ministère de l'Équipement. Donc, l'inspection ordinaire, donc ça, c'est la surveillance, hein, qu'il faut faire sur les bétons qui sont suspects. Donc, c'est une visite de routine annuelle et une visite réglementaire quinquennale, une inspection spécialisée, une connaissance des pathologies de béton, donc par des personnels expérimentés et par une formation spécifique, hein, qu'on doit donner au personnel. Donc, le principe, c'est l'adaptation des investigations à la sécurité immédiate des usagers
évaluer la vitesse de l'évolution, donc par les méthodes de ER, et évaluer l'importance des dégradations. Ensuite, les mesures dimensionnelles in situ avant analyse des prélèvements. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est l'indice des fissurations. Donc, ici, vous voyez, ils font un carré, hein, donc ici, et ils font un trait, et ils voient que sur 1 mètre, hein, dans les 4 axes, hein, donc 1, 2, 3 et 4, il y a combien de fissures? Et IF, hein, c'est l'indice de fissuration, donc c'est le nombre de fissures ramenées à 1 mètre sur les 4 axes. Donc ça, c'est un indice qui est une autre méthode du laboratoire des ponts et chaussées. Donc vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a fait son donc suivant les axes, il est donc les 4 axes, cet axe-là, l'axe vertical et horizontal, l'axe de cette diagonale et de cette diagonale. Et puis là, il compte les nombres de fissures. Et il voit que, donc, comment ces nombres de fissures, ramenés à 1 mètre, hein, sur les 4 axes, évoluent en fonction du temps. Ça, c'est la méthode de surveillance avec indice de fissuration. Là, c'est avec l'extensomètre. L'extensomètre, donc, c'est un outil qui les installe sur le béton, et qu'il voit que comment il évolue avec le temps. Donc ça, ce sont des outils sur place, hein, ça veut dire sans carottage. Là, voilà, donc c'est l'extensomètre. Il voit comment ils évoluent en fonction du temps. Vous voyez comme il est attentif. Voilà. Voilà, donc là, ce sont des instrumentations extensométriques qui sont sur des bétons suspectés, donc tels qu'il y a des réactions. Voilà. Ensuite, il y a les extensomètres à infrarouge. Donc, ce sont des outils encore un peu plus perfectionnés, qui ont une plus grande résolution. Et puis enfin, il y a donc un guide méthodologique pour la gestion des ouvrages qui sont atteints de réaction de gonflement interne. Donc, réaction de gonflement interne, c'est le nom officiel pour la réaction. Voilà. Donc après, donc il y a le bilan de l'enquête. Là, c'est un bilan donc d'une expertise, hein, nombre d'ouvrages d'état suspectés, régions les plus touchées, donc 50% des ouvrages qui sont touchés en Bretagne, 40% Nord-Pas-de-Calais. Donc diagnostic utilisé, essai de fluorescence, suivi, relevé des fissures, pose de témoins, nivellement. Ouvrage démoli, 10, etc. Pas de cas nouveaux depuis la dernière fois, etc. Voilà. Alors, comment on traite ou on renforce les ouvrages qui sont affectés, hein? Donc, le premier cas de traitement, étant donné qu'on pense que c'est lié à l'humidité, d'accord, en tout cas, l'humidité aggrave la
eh bien, c'est de le protéger. Hein? Donc, oui, on fait une pause. Hein, on fait une pause. Hein, excusez-moi, vous faites très bien de dire qu'il faut faire une pause. Donc, on fait une pause un quart d'heure.